Avec les Moho Talks, nous voulons mettre en avant toujours plus de collectifs extraordinaires. Si vous aimez cette idée, vous pouvez nous soutenir en donnant davantage de visibilité à nos contenus sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne, de commenter la vidéo, de la partager dans vos réseaux. Et si vous avez des idées de conférences sur des collectifs extraordinaires, alors dites-le nous simplement dans les commentaires. Sur ce, bonne conférence à toutes et à tous. Avant de vous présenter Anna et Claudie, je voudrais dire un petit mot. Alors c'est un peu triste ce que je vais vous dire, mais je comptais vraiment le faire ce soir. Si vous suivez les Moho Talks, et depuis le début, on a eu une personnalité assez extraordinaire, et si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite vraiment à écouter et à suivre celui-ci, qui est l'amiral François Dupont, commandant de sous-marin lanceur d'engins, qui nous avait expliqué comment est-ce qu'il manageait une équipe de 20 personnes dans un sous-marin qui était à 200 mètres de fond pendant 3 mois. C'était certainement un des plus beaux moments que j'ai vécu dans les Moho Talks, et j'ai appris le décès de l'amiral cette semaine. Bon, ça m'a pas mal touché, ça a touché aussi beaucoup de gens autour de moi, et je voulais lui rendre hommage ce soir et dire ce petit mot et vous inviter, on vous finira certainement le lien, à écouter soit sur Spotify, soit sur les différentes plateformes ce qu'il a pu nous raconter, parce que encore une fois, c'est un des très beaux moments qu'on a eu dans toute cette série. Donc voilà, ceci étant dit, on va maintenant partir dans la joie et la bonne humeur et vous présenter d'abord Anna, qui va m'accompagner pendant toute la conférence. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Anna, je m'occupe de la communication ici au Moho et je suis responsable de notre programme jeunesse. Et puis je vais vous présenter celle pour qui vous êtes venus ce soir. Et avant de dire un petit mot, je vais vous citer une phrase qu'elle a dite qui m'avait également touché, qui a été l'introduction de cette invitation. J'ai en tête les utopies et les anticipations positives que j'ai pu vivre dans ma jeunesse et qui nous donnaient, à ma génération, cette envie de nous projeter vers le XXIe siècle. Et aujourd'hui, c'est vrai que la jeune génération a parfois cette difficulté à se projeter vers quelque chose qui pourrait être souhaitable, vers un futur souhaitable. Mesdames et messieurs, je vous présente Claudine Ignoré. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bonsoir. Claudie, merci d'être avec nous. Je ne vais pas reprendre ce qu'on s'est dit là, mais c'est un peu le thème de la soirée, c'est de revenir sur ces nouveaux récits qui permettent d'engager les gens, les entreprises, les collectivités, les organisations vers un futur qui est plus souhaitable. Avant de faire l'introduction, est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire, tout à fait. Peut-être revenir sur votre présentation, nous redire un mot sur votre parcours. Je dirais que je fais partie de la génération Apollo, hein, je peux dire les choses comme ça, où effectivement le récit était fort et où on était... voilà, on croyait, on avait cette foi dans la science, dans la technologie pour avancer, pour découvrir, pour aller vers du meilleur. Je dis génération Apollo parce que j'avais 12 ans en 1969, premier pas de l'homme sur la Lune en juillet 69, et que voilà, dans ma tête d'enfant, comme toute cette première rangée d'enfants qui sont présents, eh bien, quelque chose qui était du domaine du rêve devenait accessible, devenait possible. Et ça m'a vraiment fascinée, donné de la curiosité. Je me suis nourrie avec des récits plutôt d'utopie et non pas des dystopies comme on peut voir aujourd'hui un peu trop souvent, je trouve. Et voilà, ça me trottait dans la tête et j'avais cette étoile allumée dans l'esprit. Alors vous le savez peut-être, je suis médecin rhumatologue, c'est ça ma formation de départ. Et j'ai eu la chance de découvrir cet appel à candidature sur le mur de l'hôpital où je travaillais, du CNES, l'Agence française de l'espace, qui cherchait des astronautes avec des profils, non plus profils militaires, pilotes de chasse, pilotes d'essai, mais ouverts à cette recherche qui allait être faite dans les stations spatiales. Et donc moi j'étais médecin, docteur, j'avais mon titre de docteur, donc je me suis dit, ce rêve d'enfant qui a mûri dans ma tête pendant toute mon enfance et mon adolescence, ben, j'ai qu'à pousser la porte et je vais le tenter.
Et donc j'ai candidaté à cette sélection d'astronautes en 1985. On était 1000 candidats, 7 ont été retenus. L'immense privilège d'être la seule femme dans ce groupe de 7 et d'être toujours aujourd'hui la seule femme française à être allée en orbite. Et puis la première femme européenne, comme vous le savez aussi, à être allée dans la Station spatiale internationale, qui est encore en orbite aujourd'hui. Et donc, j'ai complété ma formation par un doctorat de sciences, pour être vraiment compétente et légitime dans le domaine de la recherche. Donc j'ai un doctorat en neurosciences, en plus de ma formation de médecin. Et j'ai eu la chance de faire 2 missions spatiales. L'une à bord de la station Mir en 1996 et l'une à bord de la Station spatiale internationale, donc en 2001, au tout début de sa construction. J'ai passé 10 années de ma vie en Russie, à la Cité des Étoiles, près de Moscou. C'est là où on s'entraînait pour être compétent et réaliser ces missions. Et j'ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires. Et souvent, j'ai dit même que la réalité de ce que j'ai vécu pendant ces missions était encore plus belle que le rêve que je m'étais fabriqué quand j'étais enfant, puis tout au long du long parcours d'entraînement pour devenir un astronaute et réussir la mission. Et donc voilà, j'ai réalisé une partie de mon rêve, et c'est vrai que cette réussite m'a donné ensuite la possibilité d'avoir des opportunités qui m'ont été proposées. Vous le savez peut-être, j'ai rejoint le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin sous la présidence de Jacques Chirac, et j'ai été ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies, puis ministre des Affaires européennes, parce qu'on m'avait sollicité pour rejoindre et donner une forme d'impulsion et de projection justement sur les transformations nécessaires. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on le sait tous, on est quand même dans une phase de mutation, de grande transition, et on est obligé de revoir un petit peu ces modèles, de faire évoluer notre culture, notre façon de nous projeter et d'avancer. Donc j'ai eu la chance de participer à cette impulsion du gouvernement dans une forme très institutionnelle à ce moment-là. Après cette seconde vie, première vie de médecin, médecin, deuxième vie d'astronaute, troisième vie de ministre, quatrième vie au service de l'Agence spatiale européenne, et je suis une ambassadrice de l'Europe et des ambitions européennes, et je pense que c'est avec l'Europe qu'on pourra réaliser justement ces transformations, ces transitions, cette mobilité de notre jeunesse dans les différents pays européens, la diversité qu'on va y rencontrer, ce qu'on peut construire ensemble. Et donc j'ai travaillé longuement à l'Agence spatiale européenne. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de me rapprocher de la jeunesse, justement. Et j'ai pris la tête du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc des grands musées de sciences, centres de sciences à Paris, avec cette idée de se dire... Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la science et de la technologie comme on le faisait justement au XXe siècle. On a changé de siècle, il y a des nouveaux moyens, il y a des nouveaux objectifs, il y a une nouvelle façon de s'approprier cette science et de se sentir acteur, parce qu'on va avoir quelques clés pour agir sur le monde. Et j'ai vraiment adoré cette période de construction, de cette grande plateforme, puisqu'on avait réuni le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences pour pouvoir être... au niveau régional. J'ai beaucoup travaillé avec les centres de Caen, de Rennes, enfin tous les centres dans la France, qu'on appelle les centres de culture scientifique et technique, parce que la science et la technique, comme je le disais, ça doit faire partie de notre culture. C'est ça qui peut nous donner un des outils pour avancer vers du mieux, pas le seul, bien évidemment, mais un des outils. Et puis je suis revenue à l'Agence spatiale européenne, après ces 6 années passées à la tête de ces grands musées, pour travailler sur l'étape à venir, qui sera un petit peu plus loin que l'image, qui est sur l'écran, qui est de se dire, oui, nous, génération Apollo, il y a eu quelques missions Apollo qui sont allées sur la Lune. Il y a eu 6 missions, mais des missions où c'était simplement se poser, faire un petit peu de recherche sur la zone où étaient installés les atterrisseurs, les alunisseurs, et qu'aujourd'hui on va retourner sur la Lune. On attend tous le départ de la grosse fusée SLS. Vous avez peut-être suivi ça pour certains. Pour l'instant, elle n'est pas encore partie, mais elle va partir bientôt. Qui sera un premier test pour ramener des équipages à la surface de la Lune, mais cette fois pour s'y installer sur la Lune. Y développer
installer des infrastructures. Après, on ne va pas amener l'humanité sur la Lune. Hein. On y reviendra dans les questions. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'explorer, d'aller dépasser nos frontières, nos limites et essayer de voir comment on peut travailler mieux ensemble. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur le développement de ces infrastructures sur la Lune. Et j'en suis là pour l'instant et je suis avec vous ce soir. Voilà. Beaucoup de thèmes qu'on va revoir. Anna ? Moi, j'ai beaucoup de questions ce soir. Déjà, une première, vous avez évoqué du coup le fait que vous étiez la première femme européenne, française, à être allée dans l'espace. Moi, quand j'étais petite, je voulais être directrice de la NASA. Donc ça va, c'était pas trop ambitieux à l'époque. Et les gens rigolaient en général. La deputy directrice aujourd'hui est une femme, astronaute d'ailleurs, Pam Melroy. Effectivement, et les gens rigolaient à l'époque et disaient voilà, c'était pas forcément atteignable, encore moins pour une femme. Aujourd'hui, la proportion de femmes astronautes reste assez constante, aux alentours des 10%. Pourquoi ce chiffre et d'après vous, quels sont les freins ? Oh là là, c'est une grande question sur effectivement. Mais ben, je rejoins Anna sur le fait que dans beaucoup de métiers, et en particulier les carrières scientifiques, les carrières technologiques, les carrières du digital, qui sont des carrières, comme je le disais tout à l'heure, qui nous donnent des clés pour agir sur... eh bien, la proportion de femmes, elle n'est pas complètement mixte. Hein. C'est 20-25% dans les métiers de l'ingénierie et c'est 12% dans les métiers de développeurs du numérique. Dans les astronautes, on est 69 femmes sur 600 astronautes à peu près, donc un peu plus de 10%. C'est en train de bouger. Il y a plein d'éléments dans les freins. On a tous en tête le fait qu'il y ait quand même encore aujourd'hui des clichés, des stéréotypes qui pèsent sur... les petites filles ne rêvent pas aux mêmes choses que les petits garçons, parce qu'il y a des images, des clichés. Donc, un des objectifs, quand je viens parler dans des écoles ou dans des conférences, c'est aussi pour ouvrir plus largement la porte des rêves pour les petites filles et les petits garçons. Hein. Et puis ensuite, il y a tout le parcours d'éducation, pas simplement l'éducation à l'école, mais l'éducation par les parents, par la télévision, par tout ce qui peut être véhiculé par ailleurs, qui fait que, voilà, en France en particulier, c'est pas le cas partout, c'est pas dans tous les pays. Hein. Et pour prendre un exemple, par exemple, des pays qu'on dit moins développés, aujourd'hui, il y a plus de 50% de femmes dans ces carrières scientifiques et technologiques. Parce que ça donne aux femmes cette possibilité d'acquérir de la liberté, d'être plus émancipées, je dirais. Et peut-être que nous, dans notre pays, un petit peu plus privilégiés voilà, il y a moins d'incitation aux jeunes filles d'aller vers ces métiers-là. Après, on ne va pas transformer toutes les petites filles et les jeunes filles en chercheurs et en ingénieurs. C'est pas le propos. Mais l'ingénierie, la recherche scientifique, c'est quand même aussi une façon de se poser les questions, d'attiser sa curiosité aussi, parce que si je vous raconte un petit peu tout ce qu'on fait dans le domaine spatial, je vais allumer des lumières dans vos yeux. Hein. Il y a du spatial très enjeu pour notre société, et on pourra en reparler. C'est tous ces satellites qui nous permettent justement d'observer la Terre, de monitorer le changement climatique, de communiquer entre nous, et d'avoir des positionnements, le GPS ou le Galileo sur notre téléphone qui nous permet de savoir où on est. Il y a toute cette partie-là qui est déjà techniquement super intéressante. Alors après, il y a les sondes qui partent explorer l'univers très, très lointain. Peut-être que certains ont suivi la mission DART, qui est cette mission où une sonde s'est écrasée sur un petit astéroïde à 11 millions de kilomètres de la Terre. Et là, les chercheurs de NASA nous ont montré qu'ils avaient réussi à modifier la trajectoire de cet astéroïde, qui était tout petit et qui risquait pas de croiser la Terre. C'était pas un géocroiseur. Mais voilà, c'était une façon de tester notre capacité à éviter un Armageddon. Hein,
Donc voilà, bon, ça par exemple, c'est super pour un ingénieur de pouvoir faire des choses comme ça, ou aller poser un robot sur Mars, ou envoyer une sonde vers Mercure, tout cet aspect-là. Et puis les astronautes. Alors les astronautes, ça véhicule à la fois la recherche, peut-être qu'à un moment donné on y reviendra dans vos questions, quel type de recherche on fait quand on est en microgravité dans une station spatiale, et puis aussi tout ce qu'on vous rapporte, ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a perçu quand on regarde par le hublot, quand on flotte en microgravité, quand on est dans les 3 dimensions de l'espace. Et ça c'est une forme d'exemple inspirant. Et c'est vrai que nous, astronautes, on est très souvent dans les écoles, dans les conférences, dans les écoles d'ingénieurs, pour partager ça, parce qu'on a besoin, justement, ça revient un petit peu à la question d'Arnaud au tout départ, de se projeter vers un avenir où on va avoir des moyens de faire plus et mieux. Et pas seulement, peut-être, de rester dans son monde avec des clichés, avec des silos, avec des barrières, avec des frontières. Et pour les jeunes filles, comme pour d'autres domaines sur lesquels parfois un petit peu la jeunesse aujourd'hui a tendance à se dire il faut que je sois active tout de suite, dans le présent, dans les médias, parce qu'il y a trop de choses à réparer qui ont été abîmées ou pas gérées correctement. Nous, ce qu'on essaie de porter aussi, c'est un exemple inspirant pour se projeter vers quelque chose qui nous donne envie de nous engager, d'être des acteurs, de ne pas soumettre, de ne pas subir et d'aller plus loin. Et je pense qu'on a besoin de ces exemples inspirants. On n'est pas encore assez nombreuses, mais voilà, ça bouge un petit peu. Mais je suis quand même d'accord avec le constat de Anna, parce que quand j'étais en médecine, il y a très longtemps, au siècle dernier, quand j'ai fait mes études, on était 50% de filles, 50% de garçons sur les bancs de la faculté de médecine. Mais si vous regardez aujourd'hui le nombre de femmes chefs de service ou le nombre de femmes présidentes d'université, on est peut-être encore en dessous des 25% que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est quelque chose où il ne faut pas baisser les bras et se dire que la diversité, ça veut dire quelque chose qui est plus équilibré que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc moi, j'essaie d'être non pas un modèle, parce qu'il n'y a pas de modèle à reproduire, chacun vit sa vie et chacun doit vivre sa vie, mais par contre être un exemple d'inspiration. Vous l'avez dit, vous avez effleuré ce sujet, qui est de dire que le voyage, ou en tout cas la recherche spatiale, permet de créer un futur commun, ou en tout cas une projection commune. Et si on revient, si on précise un peu ce sujet-là, l'époque que vous avez vécue est un peu différente que l'époque que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'époque que l'on vit aujourd'hui est moins une époque, on va dire, de conquête. On utilise beaucoup les termes de sobriété. Il faut revenir dans son précaré. Et on parle beaucoup d'éco-anxiété. Enfin, il y a des enjeux de climat qu'on voit absolument tous les jours. Tout ça crée un recroquevillement. Enfin, en tout cas, une facilité de se recroqueviller. À quoi sert, dans ce moment-là, à quoi sert de s'ouvrir et de se projeter et de regarder les étoiles? À quoi ça sert, en fait? Alors, il y a plein de raisons à quoi ça sert. J'ai commencé à évoquer l'espace utile. Bon, ça, bien évidemment, quand on est à distance, avec des capteurs et des senseurs qui permettent d'être très précis sur l'analyse de l'atmosphère, de la hauteur des mers, de la fonte de la banquise. Plus de la moitié de ce qu'on appelle les variables climatiques essentielles, qui ont été déterminées par le GIEC pour faire le monitoring du changement climatique, sont des données qui sont obtenues de l'espace. Donc voilà, le fait d'être allé se mettre à distance et donc de franchir une frontière, parce que l'aviation, c'était quand même au niveau de l'atmosphère. Là, on est en extra-atmosphérique, outer space, a permis, il y a cette utilité manifeste, que ce soit sur le changement climatique ou des politiques publiques agricoles, de surveillance des mers, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui nous sont indispensables dans la vie quotidienne. On ne pourrait pas vivre sans les outils spatiaux aujourd'hui. Il y a cet aspect-là. Et puis après, je dirais, il ne faut pas occulter l'aspect inspiration, curiosité liée à l'exploration, que ce soit les sciences spatiales de l'univers, comme je l'évoquais, ou que ce soit cette exploration avec l'homme qui explore, qui repousse ses frontières.
Et je dirais que cette jeunesse dont vous parlez, et moi je le vois souvent quand je fais des conférences effectivement dans les écoles d'ingénieurs, eh bien j'ai les jeunes gens qui me disent « Waouh, c'est fantastique ce que vous nous racontez, ça nous fait rêver, ça nous inspire ». Mais nous aujourd'hui, génération qui a 20 ans, on doit renoncer à ces rêves-là. On doit s'occuper de réparer la planète, enfin, pas que la planète, je pense qu'il faut réparer l'humanité aussi, parce que la planète, elle arrivera à survivre, mais c'est plutôt l'humanité et son humanisme qui est en danger. Mais donc ce regard sur, immédiatement, il faut que je sois en capacité de réparer ce qui a été détruit, pollué, voilà. Alors que c'est un monde où il n'y a pas vraiment un espoir, et c'est vrai qu'on le sent dans l'éco-anxiété que vous avez évoquée, ou dans... voilà, certains jeunes qui sont pas tout à fait no future, mais quand même pas loin de se dire que ça va être très 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 compliqué, ce dont on est conscient et ce dont on est responsable, en tout cas ma génération, je pense qu'on porte cette responsabilité, c'est clair. Mais je pense qu'il faut avoir cet espoir d'être des acteurs, de construire quelque chose qui sera mieux. Alors ça ne veut pas dire high-tech, sans responsabilité, sans raison gardée par rapport au pouvoir qu'on a entre les mains avec ces nouveaux outils. Mais je pense que explorer ce qui n'est pas encore connu ou se projeter dans un avenir, donc ce qui n'est pas encore advenu, c'est de l'espoir. Il y a de l'espoir dans le non connu, il y a de l'espoir dans le non advenu. Si on s'enlève cette partie, je ne vais pas aller regarder derrière le rideau, et si ça n'est pas advenu, ça n'adviendra jamais, c'est pas une solution. Et donc c'est un petit peu ça, construire ce futur, cette destination, ce qu'on veut faire, le sens qu'on veut donner à l'action qu'on va mener. Et je pense que ça passe par la capacité d'exploration, de questionnement et d'aller voir le non-advenu. Est-ce que finalement, 25 ans plus tard, en tant qu'astronaute, qui est témoin de la beauté de la Terre et aussi de sa dégradation, vous voyez toujours tout cela avec vos yeux d'enfant ? Ah oui, moi je rêve tous les jours. Je dis souvent, j'ai eu une vie extraordinaire, plein de vies différentes. J'ai 3 regrets. J'ai pas fait un vol de longue durée, j'ai fait des missions courtes, 16 jours et 10 jours. Donc j'ai pas eu la chance d'apprendre la Terre par cœur. Et mes collègues qui ont fait des vols de longue durée, pouf, ils passent sur un coin de la Terre, ils savent que c'est tel lac au Chili ou telle montagne. Donc voilà, j'ai pas appris la Terre par cœur parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'avais un gros programme scientifique, j'ai pas tant de temps que ça pour regarder par le hublot et faire des photos. Donc voilà, c'est mon premier regret. Mon deuxième regret, comme j'ai fait des missions courtes, j'ai pas fait de sortie extravéhiculaire, ouvrir l'écoutille et aller dans le vide spatial. Ouais, ça doit être vraiment le summum. C'est la partie la plus risquée du métier d'astronaute, bien sûr. Mais voilà, être vraiment ce chevaucheur des nuées, même s'il n'y a pas de nuées, on est dans le cosmos, on est bien au-delà des nuées. Mais ouvrir l'écoutille et avoir cette possibilité d'être un petit satellite, être au bout de la frontière quand même. On est retenu par un filin et par le scaphandre que vous portez, mais on est quand même au-delà des limites. Ça, c'est mon deuxième regret. Et mon troisième regret, ça vient avec mon rêve d'enfant en disant j'ai pas marché sur la Lune et c'est pas moi qui marcherai sur la Lune, voilà. Mais donc ça me fait toujours rêver. Et quand les 6 dernières années de ma vie j'ai travaillé sur ces infrastructures permanentes, à commencer à réfléchir, construire sur la Lune, c'est parce que je crois à cette capacité à nous dépasser toujours, à aller plus loin. Mais c'est vrai qu'avec l'âge aussi, je pense que j'ai acquis un petit peu plus de sagesse, de raison, de prise de distance, mais pas au point de ralentir ou de m'arrêter. Et c'est un petit peu ça, parfois. C'est vrai qu'on est dans un monde où ça va très très vite, où tout est accéléré, et que parfois on se dit, on perd le contrôle, ça va trop vite. Mais... sans doute, il faut ralentir un petit peu. Sans doute, il faut être plus raisonnable dans sa façon d'être audacieux, de prendre des risques, de faire des propositions.
Mais il ne faut pas s'arrêter, en tout cas, parce que si on s'arrête, on se recroqueville, c'est le mot qu'on a. Et puis, c'était mieux avant. Oui, c'était pas mal avant, mais ça peut être mieux demain. Et c'est un petit peu ça qu'il faut essayer d'aborder. Sur la conquête spatiale, on va dire de manière générale, on entend, il y a deux discours, enfin deux histoires. Il y a une histoire qui est celle de la Lune, sur laquelle on va revenir. C'est de créer ces centres de recherche. On parle de villages sur la Lune, on va y venir, mais c'est ces centres de recherche. Et on va dire avec un aller-retour. Oui. Il y a une autre histoire, qui est celle d'aller conquérir Mars avec un aller simple. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup du retour de Mars, mais en vérité, c'est quelque chose qui est caché. C'est qu'une fois que si vous avez l'occasion d'aller sur Mars, ça risque d'être un petit peu compliqué de revenir. Avec une conquête spatiale qui s'associe à des enjeux de tourisme, de marché, qui n'est d'ailleurs pas porté, pour le coup, par des structures publiques, mais plutôt par des structures privées. Quel est votre avis et comment on peut raccrocher ça justement à ces idées de nouveaux récits ? Il y a de toute façon un nouveau paysage. Alors après le récit, il faut aussi le construire et le rendre attractif et responsable. Alors le nouveau paysage, c'est clair qu'à l'époque, c'était les agences spatiales institutionnelles. Le CNES, l'agence française, l'ESA, l'agence spatiale européenne, la NASA. J'ai vu un petit garçon qui avait un polo NASA. Tu diras à maman d'acheter un polo ESA la prochaine fois. Voilà. Mais oui, ben je sais, c'est pas génial. Donc elle a mis un polo NASA. Bon, mais c'est pas grave. Donc, en subliminal, voilà. Claudie Nuret, il va falloir qu'on achète un polo ESA signé et qu'on remettra. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, c'était des agences institutionnelles, plus l'agence russe, bien évidemment. On se rappelle tous Gagarine. Enfin, non, les petits ne se rappellent pas Gagarine, mais Gagarine en 61, premier homme dans l'espace. Après cette conquête, comme vous l'avez raconté, cette guerre et cette conquête pour être le premier sur la Lune. Bon, et ça, c'est les Américains qui ont mis cette empreinte américaine et ce drapeau américain sur la surface de la Lune en 69. Et donc, effectivement, c'est très institutionnel. Et puis, depuis quand même presque une vingtaine d'années maintenant, on voit complètement changer ce paysage avec l'arrivée d'entreprises privées. Effectivement, bon, SpaceX avec Elon Musk et puis Blue Origin avec Jeff Bezos. Des gens qui viennent pas du tout du monde de l'aéronautique et du spatial, c'est des gens qui viennent du monde digital, donc déjà avec une façon de travailler, des process, bon, vous en parlez beaucoup dans la maison Mo, et on voit bien à quel point le digital, les données qu'on va acquérir, la façon dont on va les traiter, tout ça c'est un paradigme très, très nouveau qui a changé. Et puis nous, agences, on a changé aussi un petit peu. C'est vrai que on voulait faire du hyper qualité, zéro défaut, zéro risque, ce qui n'existe pas, le zéro risque, nulle part dans la vie, même si le spatial est une exigence extrême. Voilà, mais des méthodologies différentes. On fait des essais, on teste, éventuellement ça plante une fois, deux fois, mais après, hop, on a trouvé les lanceurs réutilisables, des façons de faire des satellites plus petits, plus modifiables, agiles en fonction de ce qu'on va vouloir obtenir de ces satellites. Donc ils ont été très disruptifs et innovants dans des tas de situations. Donc ça c'est pas mal aussi de se faire aiguillonner par des choses un petit peu différentes pour compléter sa façon d'agir. Après il faut trouver le bon équilibre, la bonne relation entre l'institutionnel et le privé. Donc quand on parle, par exemple, vous avez employé le mot de économie, il est clair qu'il y a une économie spatiale en orbite basse. Quand je vous parle de récupérer des données, d'analyser ces données, de faire en sorte qu'on sait faire une agriculture de précision, faire une urbanisation mieux contrôlée, construire des infrastructures, surveiller des infrastructures, tout ça, c'est des données collectées, analysées, et puis ensuite des contrats et des interactions avec le monde privé non spatial d'ailleurs. Et donc il y a une économie. Ça, c'est clair, sur l'orbite basse. Certains évoquent, mais c'est pour dans un peu plus loin quand même, la possibilité d'imaginer une économie cislunaire autour de la Lune,
On y reviendra peut-être un petit peu quand on parlera sur la Lune, comment on fait pour vivre et travailler. En fait, on va utiliser des ressources in situ, celles qui sont sur la Lune, parce que la Lune, c'est quand même loin, c'est à 380 000 km, c'est quand même un petit peu plus loin que les 400 km de l'orbite basse. Donc on ne peut pas avoir des trafics réguliers de lanceurs qui vont amener les ressources. Donc il va falloir apprendre à vivre en utilisant les ressources in situ, qui sont les glaces d'eau dans les pôles. C'est pour ça qu'on va aller mettre les sites d'alunissage au niveau des pôles. Et ces glaces d'eau, en fait, si vous forez cette eau et que vous l'utilisez, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, carburant. C'est avec ça qu'elles marchent, les fusées. Donc, cette idée de se dire qu'on peut transformer le modèle d'utilisation de l'espace aussi. Hein. On va pouvoir faire ce qu'on appelle du servicing en orbite. Aller refueler les satellites, changer des trajectoires, pourquoi pas se débarrasser des débris spatiaux, hein, qui est quand même un des soucis majeurs qu'on a en ce moment. Donc potentiellement il peut y avoir cette économie autour de la Lune. Donc voilà, le monde, l'entreprise privée a changé un petit peu la façon de fonctionner. Alors après, ça s'est accompagné par des gens visionnaires, brillants. Elon Musk est un ingénieur brillant. Alors, visionnaire parfois à l'excès. Hein. À l'excès où on dérive par rapport à ce qu'on a évoqué, l'éthique des agences spatiales, la morale de notre action, la responsabilité qu'on prend quand on va dans ces aventures-là. C'est vrai que vous n'entendrez jamais le mot colonisation dans une agence spatiale. Sur la Lune, je vous ai dit que je faisais des infrastructures permanentes, je ne vous ai pas dit que j'y emmenais des équipages pour les laisser sur la Lune. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à vivre sur la Lune pendant toute sa vie, hein, parce que c'est quand même ni sur Mars, après, un désert magnifique. Et alors, Mars, l'idée, c'est un objectif scientifique, un état partiel. C'est d'aller vers Mars, qui est une planète qui, il y a des centaines de millions d'années, ressemblait beaucoup à la Terre, mais qui a perdu son atmosphère, il en reste un petit peu, qui s'est asséchée, qui est devenue une planète aride, sur lequel potentiellement, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est démontré qu'il y a de l'eau, il pourrait y avoir des traces de vie d'une forme prébiotique ou une forme à découvrir, qu'on n'a pas encore découvert parce qu'il faut aller forer en profondeur, parce qu'il y a quand même encore de la sismologie sur Mars, et donc en surface, on ne va pas trouver grand-chose. Mais comme le disait Arnaud, on n'a jamais ramené un échantillon de Mars. Hein. Pour l'instant, on a posé des sondes, des rovers, des hélicoptères, des systèmes de collection de données ou de sons. D'ailleurs, il y a un appareil qui écoute la sismologie, les tremblements de Mars, pas des tremblements de terre, mais des tremblements de Mars. Mais on n'a encore jamais ramené d'échantillons. C'est la prochaine étape. Vers les années 2030, on envisage une mission NASA-ESA pour faire un retour d'échantillons martiens. Mais l'objectif n'est pas une terraformation de Mars, une colonisation de Mars. Ça fait pas partie des objectifs. Et effectivement, quand on voit un film qui date déjà de 2 ans, où il est présenté à notre congrès international d'astronautique avec l'énorme fusée Starship que Elon Musk est en train de préparer et qui se pose sur la surface de Mars et la porte s'ouvre. Mais après, on ne sait pas ce qui se passe. Le film s'arrête là. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui fait pas partie de la façon dont on réfléchit quand on est un astronaute professionnel, quand on est un astronaute d'une agence ou quand on est directeur d'une agence. Quant au tourisme spatial, puisque vous avez employé le mot, alors l'espace ne se résume pas au tourisme spatial. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après, je pense que donner accès à l'espace à des profils un petit peu plus larges que le profil quand même bien formaté. Hein. J'ai eu 10 ans d'entraînement. On est tous un peu sur le même modèle, même si on a des cultures différentes, des âges différents, des métiers différents, des compétences différentes. On est quand même bien formé à assurer la réussite d'une mission complexe. Certains même oublient de regarder par le hublot, tellement ils ont du travail. Vous imaginez, vous faites une mission spatiale et vous n'avez pas regardé la Terre par le hublot, ça c'est terrible. Quelques-uns sont allés jusqu'à cet extrême-là. Donc, j'ai perdu le fil.
Le tourisme spatial. Le tourisme spatial. Donc, ouvrir à des profils qui pourraient avoir un regard plus culturel, artistique, philosophique de ce que représente effectivement cette planète Terre qui est notre vaisseau qui transporte l'humanité dans le système solaire, hein, parce que c'est un vaisseau, la planète Terre, elle se déplace. C'est notre vaisseau, on en est les membres d'équipage. Les membres d'équipage d'une station spatiale, mais on n'est pas simplement les passagers de la Terre, hein, on est aussi les membres d'équipage. Et c'est pour ça que cette jeunesse-là, vous êtes les membres d'équipage de la planète Terre. Et nous aussi, on a des responsabilités, on doit agir et on doit être intelligent et sage pour continuer à la protéger, à la garder aussi belle qu'elle l'est. Donc ouvrir un petit peu à des profils différents qui ne seront pas passés par un long entraînement d'agence. Je peux considérer que c'est acceptable. Après, en faire un tourisme de masse, non, ni là, ni à Venise, ni enfin, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur l'impact de ces populations trop nombreuses. Donc, ou même ouvrir simplement. Ce que j'en entends, c'est que si on ouvrir à des profils qui peuvent apporter quelque chose à la civilisation par un regard différent et tout. Pourquoi pas ouvrir à des milliardaires parce qu'ils ont la possibilité de se le payer. Alors il y a des milliardaires qui essaient de contribuer quand même, oui. par leur regard différent. Mais il y en a d'autres où c'est pas le cas. Oui. Et donc je pense que ça va rester quelque chose qui est très niche, avec des lanceurs dont on essaie de faire en sorte aujourd'hui qu'ils soient là aussi sobres. La réutilisation est un des aspects. Il y a l'impact. Je pense que vous avez un impact carbone un peu plus important que le mien, Claudie. On est moins nombreux voilà. à se déplacer par ces moyens-là. Je ne sais pas vous dire le chiffre exactement. En tout cas, la préoccupation des agences aujourd'hui, je le disais pour les débris spatiaux, la responsabilité, c'est aussi d'avoir cette sobriété dans les lanceurs réutilisables, le type de carburant, la façon d'éviter des retombées d'étage. Ce servicing en orbite que j'expliquais tout à l'heure, ça va servir justement à avoir une prolongation de la durée de vie des satellites et quand ils sont plus fonctionnels, de pouvoir les désorbiter, les récupérer ou d'aller vers des orbites parking à 40 000 km en géostationnaire où il n'y a plus de molécules et donc ils vont rester là-bas. Et puis il n'y en a pas tant que ça, ceux qu'on va remonter sur des orbites aussi lointaines. Donc c'est une préoccupation des agences d'être dans cette responsabilité, dans cette sobriété. Et par ailleurs, alors là je vois l'image qui s'affiche de ce que pourraient être des infrastructures sur la Lune. Alors, une infrastructure lunaire, ça va poser plein de questions. Et des questions qui vont dans le récit qu'on peut se construire de qu'est-ce que l'humanité va faire, comment elle va évoluer, comment elle peut penser ailleurs, penser autrement. Déjà, même sur le plan géopolitique, est-ce que chacun va faire sa base sur la Lune ? Parce qu'on va y aller sur la Lune, de toute façon. On va y aller. Et comment on va s'organiser pour faire village, un petit peu, pour faire quelque chose d'harmonisé. Ça pose des questions de géopolitique et de gouvernance. Comment on fait en sorte de faire de l'harmonisation des normes, comment on s'installe, à quel endroit, quel principe de vivre ensemble on met en place. Et quel gain commun. La Chine j'ai jamais su si c'était un fake ou pas. Donc si c'est un fake, je m'en excuse, mais il y a eu un article qui est tombé il n'y a pas longtemps en disant que la Chine avait trouvé sur la Lune, où ils avaient fait une analyse, une énergie quasiment auto-renouvelable ou pas loin d'être renouvelable. Alors, il y a ce fait qu'il existe sur la Lune de l'hélium-3. L'hélium-3 étant un des éléments qui, peut-être avez-vous entendu parler des techniques de fusion nucléaire, reproduire l'énergie comme au cœur des étoiles. Je ne parle pas de fission nucléaire, je parle de fusion nucléaire, donc pas génératrice de déchets. Et donc cet hélium-3 serait un des éléments qui permettrait de faire tourner ces tokamaks ou ces colliders, c'est pas tout à fait collider comme mot, enfin cette façon d'utiliser la fusion des atomes. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on lit effectivement. Il y a de l'hélium-3, mais avant qu'on soit capable de forer, d'exploiter, de trouver l'hélium-3, je crois que ça reste encore quelque chose qui est du domaine
quand même un petit peu de la science-fiction. Et puis peut-être pas des. Mais du coup, des masses si on se dit que c'est possible, et si on revient sur les villages, est-ce qu'il n'y a pas un droit lunaire à mettre en place, qui est de dire, mais avant même qu'on pose le premier pied, quoi, qui est de dire, mais en fait, ok, il y a un drapeau américain, très bien, ça s'arrête là. La Lune est un espace qui est un espace humain, de la civilisation humaine, et tout ce qui peut être exploité, récupéré, est forcément un don à l'humanité. Alors le traité qui régit le Outer Space, le OST, Outer Space Treaty, a été signé en 1967 au niveau des Nations Unies. Donc en 1967, on ne parlait pas, c'était avant 69, hein, donc on ne parlait pas d'installation sur des corps célestes, on ne parlait pas de tous ces sujets-là. Il y avait les agences institutionnelles, le paysage que je décrivais tout à l'heure. Et donc effectivement, ce traité a été signé en disant il était surtout pour objectif ne pas mettre des armes nucléaires en orbite ou sur la surface des corps célestes. Hein. C'était quand même l'époque guerre froide, où on était sur le contrôle des armes nucléaires. Donc c'était ça l'objectif principal. Et après de rappeler, les corps célestes sont patrimoine de l'humanité et donc doivent être utilisés de façon pacifique au bénéfice de l'humanité. Et ces corps célestes ne sont pas appropriables. Patrimoine de l'humanité non appropriable par un État, un gouvernement. Toutes les activités spatiales aujourd'hui sont sous responsabilité de l'État. Même Elon Musk qui tire comme entreprise privée ces méga constellations Starlink, c'est la responsabilité de l'État américain. Donc ça fait partie. Alors après, effectivement, on se pose la question, je vous disais, on va aller utiliser les ressources in situ. Bon. Les ressources, ça veut dire un service de logistique, je vais vous fournir l'oxygène dont vous avez besoin pour votre support vie dans la serre qu'on a vu tout à l'heure. Donc, certains États ont écrit leur loi spatiale nationale en disant on ne va pas se rendre propriétaire de la surface du corps céleste, par contre, on peut être propriétaire de la ressource extraite. Et donc, c'est une question d'exchange. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte de penser des nouvelles régulations avec le nouveau paysage. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, vu l'état du multilatéralisme dans nos sociétés, de réouvrir un traité des Nations Unies pour le faire signer par 120 pays ? Je crois que c'est un petit peu compliqué, hein, le multilatéralisme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut compléter ? Comment justement ? C'est pour ça que je parlais d'objectifs de gouvernance. Comment on va faire pour être responsable aussi dans cette exploration ? Que ce soit une exploration durable, puisque l'idée, c'est pas d'y aller pour en repartir, c'est de s'installer pour faire davantage de recherches sur différentes zones, pour préparer les missions lointaines. Et puis quand on est dans un environnement aussi hostile que celui de la Terre, de la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il y a des variations de température très importantes, il n'y a donc pas de protection par les impacts de météorites. C'est pour ça qu'il y a des cratères partout sur la Lune, et en fait c'est une archive magnifique de notre système solaire. Et puis il y a les radiations. Hein. On n'est plus protégé par la magnétosphère terrestre. Hein. Autant dans la Station spatiale internationale, bon, un petit peu plus de radiation que si on volait simplement en dessous de l'atmosphère, mais malgré tout, on est protégé. La Lune et Mars, c'est quand même des situations différentes sur les flux, à la fois éruptions solaires ou flux solaires ou des flux cosmiques galactiques. Donc voilà, il y a plein de sujets sur lesquels c'est un environnement hostile. Hostile, on veut apprendre à y vivre. Donc, il faut gérer des ressources limitées. C'est ce que j'ai dit. Il va falloir purifier l'eau, gérer l'eau, purifier l'atmosphère. Il va falloir aller vers une économie circulaire. On ne va pas laisser des déchets, et justement, on est complètement dans la réutilisation de tout ce qui est sur place.
on va être obligé d'apprendre à stocker l'énergie. Sur la Lune, il y a 14 jours de jour, 14 jours de nuit. Donc les panneaux solaires, ça va bien pendant 14 jours. Et puis après, il va falloir pouvoir continuer à alimenter la serre, dans laquelle on aura des nouvelles formes d'agriculture. En fait, c'est un projet de sobriété. C'est un projet qui doit être un projet de sobriété. Si c'est un projet durable, comme on souhaite qu'il soit, un projet d'exploration soutenable. Et on va apprendre, développer des technologies sous contrainte, parce qu'on est obligé. Il y a une obligation de résultat. Il n'y a pas qu'une obligation de moyens. Hein. Si on veut y être, il y a une obligation de résultat. Et donc, ces techniques peuvent être aussi des techniques qui nous serviront pour mieux gérer de façon plus sobre et plus responsable la planète. Donc, aujourd'hui, on considère l'exploration pas simplement pour pousser la porte, dépasser la frontière, mais c'est pour apprendre dans ces phases d'expansion, d'exploration, aussi pour mieux gérer notre planète. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, petit aparté, parce qu'on parle de la Lune, on parle de la Terre, et en fait, je ne vais pas faire le test, hein, mais je serais assez étonné que tout le monde se rappelle ces cours d'il y a très très longtemps, et on pourrait dire comment s'est construite la Lune, comment ça s'est fabriqué, c'est quoi en fait ce satellite qui est autour de nous. Et je veux bien qu'on refasse une petite aparté pour expliquer la dame, c'est-à-dire qu'on parle de quoi en fait, d'où ça vient ce satellite qui est autour de la Terre, cette sœur jumelle. Alors, c'est pas une sœur jumelle. Bon, il y a eu un impact à un moment donné d'une météorite ou d'un corps qui a détaché une partie de notre Terre qui ensuite s'est entourée par lui-même d'autres structures agrégées, mais qui est restée prisonnière de notre Terre. Et donc, c'est notre satellite. Nous avons un satellite. Il y a d'autres planètes qui ont plusieurs satellites. Mais c'est notre satellite. C'est une partie de notre Terre, et une partie modifiée. C'est une partie qui est restée assez intacte. C'est pour ça que je disais que ces cratères qu'on voit plus sur Terre, parce que l'érosion et tout ce qui s'est passé fait que ces signes-là ont disparu. Et c'est pour ça que c'est une magnifique archive de notre système solaire. Mais ce satellite qui agit beaucoup sur notre Terre, hein, on est quand même en interaction. Comment ça agit ? Les aspects d'attraction gravitationnelle et qui font que tout ce qui est liquide va se trouver, transformer les marées. Alors après, ça agit peut-être sur quand on est en pleine lune. Ça, c'est toute la symbolique du récit de l'importance de la Lune dans notre imaginaire, qui est probablement lié à des effets réels qui se produisaient déjà. Bon, expliquer les marées, c'est pas ça. Mais c'est la banlieue de notre Terre. La Lune, Mars, c'est pas la même chose. C'est déjà une autre planète. Alors que la Lune est notre banlieue. Donc pour moi, je considère que préserver notre environnement terrestre, on a la même mission de préserver l'environnement de la Lune et le outer space de ce niveau-là. C'est notre jardin. Hein, voilà. C'était mon point. C'est pas sœur jumelle, c'est petite sœur qui forme un tout, qu'on a mis un petit peu à l'écart en disant et en fait là l'idée, le nouveau récit, c'est de rallier la Lune à la Terre et de montrer ces connexions d'ensemble. Et quand on se projette sur la Lune, en fait on se reprojette aussi sur la Terre. Et oui, très joli Arnaud, c'est ça. Merci. Bon voilà, je vais partir. Mais non, je voulais faire cette petite mais absolument, je suis tout à fait d'accord. Il faut considérer la Lune comme étant, effectivement, ça fait partie de notre Terre. Donc cette exploration-là, elle est au bénéfice de notre humanité. Et notre humanité, elle est dans ce système Terre-Lune. Et il n'y a pas d'autres formes de vie aujourd'hui découvertes nulle part. Vous savez qu'il y a des sondes en train de faire une belle cartographie avec Gaïa, qui est partie cartographier ces planètes extrasolaires autour d'autres soleils que notre Soleil, et avec essayer d'établir ces critères d'habitabilité, savoir s'il est suffisamment proche ou lointaine de son Soleil, qui va lui apporter la possibilité de développer quelque chose. Donc ça, c'est des expériences en cours aujourd'hui, des données qu'on reçoit. Enfin, aujourd'hui, la vie, c'est sur Terre. La vie dans sa biodiversité et la vie dans son humanité. Et pour revenir à une question qui nous préoccupe, je pense tous, sur l'éducation de la jeunesse et la façon dont on
Voilà, on a aussi cette responsabilité en tant que parents, enseignants, chefs d'entreprise, tous. Moi, on m'a souvent posé la question, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? C'est toujours la question qu'on pose aux astronautes quand ils reviennent, parce qu'ils amènent tous des images formidables de la planète et on se dit, elle est en danger aujourd'hui. Ouais. Et moi, je retourne souvent la question en disant, mais quels enfants allons-nous laisser à la planète ? Donc on a cette responsabilité aussi de les aider à se construire. On va grandir tous ensemble, parce que nous-mêmes adultes, on continue à grandir tout le temps. Mais bon, aider les plus jeunes à grandir, c'est ce rôle de transmission, de partage que moi j'aime beaucoup mettre en œuvre pour les accompagner non seulement dans un socle de connaissances très fondamentales qui sont absolument indispensables, mais aussi en leur donnant apprendre à penser, avoir l'esprit critique qui fonctionne bien, parce qu'ils vont poser des questions, ils vont entrer en conversation, ils vont parfois nous déstabiliser, mais on a besoin parfois de se laisser déstabiliser par les plus jeunes. Je trouve que les cervelles fraîches, ça nous donne toujours des belles idées complémentaires. Donc voilà, comment on pense l'éducation de cette jeunesse en y ajoutant la petite étincelle, la fascination, l'émerveillement, la capacité à s'étonner, la capacité à s'émerveiller, c'est aussi quelque chose qu'on doit transmettre. Alors souvent, ils ont assez de ressources pour le faire eux-mêmes, mais à un moment donné, à la fin de l'adolescence, parfois, la capacité à s'émerveiller s'émousse un petit peu. Donc, tout ce qu'on peut apporter pour garder cette capacité à s'émerveiller, je pense que ça fait partie de notre responsabilité d'adultes pour les aider à être des acteurs d'un monde meilleur. Justement, est-ce que vous pouvez nous partager un peu cet émerveillement que vous êtes la seule à avoir eu dans cette salle avec l'Overview Effect ? Vous voyez ce que c'est l'Overview Effect ? Non. Là, vous allez prendre. C'est... En fait, quand on a le privilège d'être allé en orbite, alors je rappelle, la station spatiale est à 400 km. C'est pas loin, c'est un peu plus loin que Paris-Caen, mais c'est Paris-Léon, mais c'est en vertical, évidemment. 28 000 km/h, vitesse de satellisation. Donc en fait, on tombe autour de la Terre tout le temps. On tombe pas sur la Terre, on tombe autour de la Terre. Donc c'est comme si on coupait le filin de l'ascenseur, on est en chute libre, pas longtemps dans l'ascenseur et ça se finit mal. Mais là, on tombe autour et on est en microgravité permanente. Et on fait un tour de Terre, une orbite en 90 minutes. Donc 16 fois par jour, le tour de la Terre, 16 levées de soleil, 16 levées de lune à l'horizon de la Terre. Bon. Et on regarde par le hublot quand on a fini sa journée de travail ou qu'on arrive à trouver un petit moment de temps libre. Et je dirais qu'il y a plusieurs niveaux d'étonnement dans ce regard. On a tous nos mots à nous pour le décrire, mais comme c'est des sentiments, des émotions, des perceptions extra-terrestres, extra-ordinaires, on n'emploie pas tous les mêmes mots parce que les mots n'existent pas vraiment. Alors le concept général, on a appelé ça le overview effect, l'effet de surplomb. Parce qu'on va... Alors il y a déjà quelque chose qui est très sensoriel. Vous regardez par le hublot et on ne voit pas toute la Terre. On voit 2500 km. C'est un petit peu les images qu'on voit là. Donc un spectre, une largesse de vue importante. Alors je confirme, la Terre est ronde. Parce qu'on pose la question. On ne me la posait pas quand tu étais pas né. On ne me posait jamais la question. Et maintenant, depuis que tu es né, on me la pose. C'est vrai. En France, les platistes sont là et nous posent la question. Donc la Terre est ronde, je confirme. Elle a cette petite couche d'atmosphère qui fait quelques kilomètres et qui permet d'avoir la vie sur Terre. C'est parce qu'on est protégé par cette atmosphère que la vie est là. Donc voilà, il y a tout ce qu'on voit là. Il y a le fait de le voir avec un corps qui pèse plus rien, puisqu'on est en microgravité. Donc on a une masse, une inertie, mais on n'a pas de poids.
Moi, je dis souvent que j'oubliais mon corps quand je regardais par le hublot et je n'étais qu'un regard. Donc voilà, c'est cette couche très sensorielle de quelque chose extra-ordinaire. Ensuite, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est fascinant, c'est beau, cette terre avec ses couleurs. Regardez, là, il y a une aurore boréale. Peut-être j'avais mis d'autres images. Il y a des couleurs, des lacs. On n'a pas mis les belles images de la Terre. Vous en avez peut-être pas mis. Vous en avez vu plein. Thomas Pesquet, il en a envoyé plein. Et Samantha Cristoforetti, qui devait désorbiter aujourd'hui, c'est l'astronaute européenne de nationalité italienne qui est à bord de la station spatiale, qui était commandante de la station spatiale. Samantha devait désorbiter aujourd'hui, puis il ne fait pas assez beau pour l'amérissage. Donc ils n'ont pas encore dédocké. Ils dédoquent demain, normalement. Donc Samantha revient et Samantha a envoyé aussi des photos absolument extraordinaires. Alors ça, c'est pour dire qu'on n'est pas assez européen dans notre façon de regarder aussi les astronautes, parce qu'ici tout le monde connaît Thomas Pesquet, mais vous ne connaissez pas Samantha, Luca, Alex, Tim, Mathias, qui sont les astronautes européens. Et en Italie, ils connaissent Samantha, mais ils ne connaissent pas Thomas. Donc, on est quand même des astronautes européens, il faut y penser. Il faudrait peut-être leur donner plus la possibilité d'être vus aussi dans nos médias et dans nos façons d'en parler. Donc, l'aspect de beauté, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire sur le plan de l'émotion. Les paysages changent, les couleurs, les reflets des lumières, les villes qui sont très différentes selon que ce sont des villes américaines, dans la construction, dans la structure, les infrastructures des villes, la densité des populations sur les côtes. Donc voilà, c'est cet aspect émotionnel. Après, la troisième couche, je dirais, c'est l'aspect intellectuel, ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Bon, mais l'humanité, elle est sur ce vaisseau terrestre. Et nous, on est membres d'équipage d'un vaisseau spatial, mais on est tous membres d'équipage. Donc, on intellectualise un petit peu et on va jusqu'à cette prise de conscience, de responsabilité, de ce qu'on doit être, acteur responsable de la préservation de la planète et de notre humanité. J'y reviens, parce que la planète, elle survivra peut-être à une humanité qui ne se comporte pas toujours comme elle le devrait. Et le quatrième niveau de cet overview, c'est, je dirais, plus transcendantal, un petit peu, ça nous dépasse. On est sur quelque chose qui dépasse notre façon de penser, de sentir. Alors, pour certains, c'est se poser la question de la création de quelque chose d'aussi fascinant, merveilleux, extraordinaire, la vie, la planète, les couleurs. Pour d'autres, ça peut être ce que j'évoquais, cet émerveillement, cette fascination. C'est vrai qu'on... Alors, je ne vous raconte pas. Vous vous mettez sur les oreilles la Callas Castadiva Norma et vous vous laissez flotter et vous regardez défiler la Terre. Vous êtes ailleurs. Ouais. Et vous êtes ailleurs. Mais vous êtes ailleurs. Voilà. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça, le overview effect. J'espère que j'ai réussi à vous le partager un peu. Je vais essayer de faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose, mais je ne dis pas que je vais réussir, mais si j'arrive, je pense que vous allez vous souvenir de ce moment. Si on veut suivre le timing, donc nous on a pris 1 heure, donc maintenant vous avez une demi-heure à dispo pour vos questions. Donc je vous invite à le faire. Il y a un micro qui va passer. Et n'hésitez pas, c'est toujours la première question qui est la plus dure. Ah oui, il y en a plein. Très bien. Voilà. Et moi je vais essayer de faire ce pourquoi je vous dis rien. Et je reviens. Est-ce que comment... Enfin... Vas-y. C'est vraiment très perturbant. Est-ce que vous avez l'impression d'être à l'envers dans l'espace? Ah, c'est bien cette question. Alors, tu as raison. Tu sais, je vais te raconter la première fois où j'ai regardé par le hublot. Alors, non, la toute première fois, c'était dans le vaisseau Soyouz, la petite capsule qui m'a emmené jusqu'à la station spatiale. On a un petit vaisseau de transport, il est au sommet de la fusée, le petit vaisseau Soyouz, on le voit là sur l'image, puis ensuite tu vas t'amarrer à la station. Et la première fois que j'ai regardé, j'ai vu une aurore boréale. J'en avais jamais vu sur Terre. Waouh,
c'était magnifique, ce rideau vert. Voilà. C'était ma première vision. Après, quand je suis arrivée dans la station, exactement la question que tu as posée, je regarde par le hublot et qu'est-ce que je vois? Je vois le ciel en dessous de la Terre. C'est pas le ciel, hein, c'est le cosmos, en dessous de la Terre. Et l'Afrique était au-dessus de l'Espagne. Tu vois où c'est l'Afrique? Non, non, je sais pas. Je sais pas te dire, moi. Marseille était au-dessus de Paris. Ça te va? Non plus. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, moi, ça m'a gênée parce que c'est pas ce que j'avais appris dans mes livres, que j'avais vu sur mes atlas. Donc, j'ai fait le tour du hublot pour recaler tout ça, tu vois, dans le sens de ce que je connaissais. Et donc, effectivement, au début, il faut que tu reprennes des repères différents. Et par exemple, c'est vrai que si tu vas travailler sur ce qu'on appelle un rack pour les expériences, tu as appris au sol, tu as travaillé dans les simulateurs de la station pour te préparer aux expériences, tu sais où est le haut, tu sais où est le bas. Et puis là, tu arrives et tes plancher, plafond, droite, gauche, ça n'a pas d'importance puisque tu flottes. Tu n'as pas les pieds au plancher. Donc tu peux arriver avec la tête en bas. Et donc effectivement, tu es à l'envers par rapport à ce que tu étais quand tu étais un terrien. Mais là-haut à bord, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'amuse du fait qu'il n'y ait pas d'endroit et pas d'envers. Bon, il y a toujours un petit peu d'endroit et d'envers. Par exemple, quand on mange, hein, le soir, on essaie de se retrouver tous autour de la table pour manger. Eh bien, il est interdit de passer par-dessus la table ou par-dessous la table. Donc, mais on pourrait passer en dessous de la table ou au-dessus de la table. Donc, et effectivement, c'est perturbant au début, puis après on s'habitue, on peut même s'en amuser. Alors, si tu prends un verre et une bouteille et que tu essaies de verser l'eau vers le bas, eh ben, elle ne va pas descendre vers le bas parce que c'est la gravité qui fait que ça descend puis que ça reste au fond du verre. Là, ça ne reste pas au fond du verre. Alors peut-être tu as lu Tintin, Objectif Lune, et tu as vu le capitaine Haddock avec les bulles de... Eh bien oui, il y a des bulles d'eau, il y a des bulles de jus de fruits, il y a des bulles de café dans l'espace qui flottent. Et puis nous, on s'amuse à aller les boire avec une paille ou les boire avec la bouche sur la bulle. Donc effectivement, voilà. On est un peu désorienté au début. Et puis après, on profite de ça. Tu sais que je faisais tourner mon commandant sur le bout de mon doigt, comme ça, parce qu'il ne faisait plus rien. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de nos premiers vols avec la Caravelle, on disait que c'était un peu artisanal, le départ. Après, ça s'est professionnalisé et puis maintenant, c'est vraiment... Alors, est-ce que vous pensez, quand on va retourner sur la Lune, ça va être un peu pareil? Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de références pour la Lune. Oui, alors pour la Lune, vous avez raison, on a quand même beaucoup de choses à réapprendre. Oui. Et c'est intéressant ce que vous disiez, parce que sur la recherche qu'on mène dans les stations spatiales. Bon, je vous ai dit, j'ai volé en 96, en 2001... je dis souvent qu'à l'époque, on faisait quand même un petit peu de la science en camping. Hein. On montait avec notre petit rack d'expérience, notre petite sonde échographique pour aller mesurer les modifications de notre cœur. Moi, j'ai même monté des salamandres, hein, des petites salamandres, des pleurodelles, pour voir comment... on pouvait les fertiliser, comment elles pondaient et comment la gravité ou l'absence de gravité intervenait sur la structuration d'un œuf. On fait plein d'expériences liées à cette situation unique qui est l'absence de gravité. Et aujourd'hui, on a mis en place des véritables laboratoires en orbite. Il y a un laboratoire européen, le laboratoire Columbus, il y a 2 laboratoires américains, le laboratoire japonais, les laboratoires russes. Et on a installé des appareillages à demeure qui sont magnifiques, dignes de laboratoires qu'on a au sol. On fait du séquençage de l'ADN, on emmène des mini-cerveaux, des organoïdes de cerveau, on emmène
construction cellulaire de l'architecture osseuse, par exemple, en 3 dimensions. On peut créer des cristaux qui sont de plus grande taille et beaucoup plus homogènes parce qu'ils ne sont pas effondrés par la force de gravité. Et on a la capacité aujourd'hui de vraiment faire une recherche de très très grande qualité. Et alors je donne un petit exemple, parce que je suis rhumatologue. Alors je vous ai raconté, j'ai raconté au jeune homme la désorientation, les troubles cognitifs quand on arrive. Je vous parle des problèmes cardiovasculaires, parce que le sang, il circule dans le corps, il y a ce qu'on appelle un gradient de pression hydrostatique. Ça descend dans les tuyaux, après on a une pompe cardiaque, des pompes musculaires qui font que, Dieu merci, notre cerveau est bien irrigué. Si on se lève trop vite, d'ailleurs, parfois, on sait qu'il n'est pas bien irrigué parce que ça n'a pas eu le temps de se mettre en route. Donc voilà, au niveau cardiovasculaire, ça peut être un petit peu perturbé. Et après, quand vous restez longtemps en microgravité, avec les muscles relâchés, en état de relaxation complète, bah, vous allez perdre du muscle, comme un sportif qui s'entraîne moins ou qui est blessé, allongé dans son lit. Et vous allez avoir un os qui sera moins solide, moins dense. Et tout ça, pour ceux qui sont comme moi, un peu vieillissants, troubles cognitifs, troubles cardiovasculaires, troubles musculaires, mais fragilisation osseuse, ça fait penser au vieillissement. Hein. Mais c'est fantastique parce que c'est un vieillissement accéléré, en quelques mois. Et vieillissement accéléré, réversible. C'est-à-dire que quand vous revenez, vous récupérez. Pas tout pareil. Hein. Je parlais de l'architecture de l'os, par exemple. On sait que c'est peut-être pas tout à fait le même os qu'on reconstruit en revenant, même s'il est aussi dense, mais c'est pas tout à fait le même. Et donc, vous imaginez, pour les chercheurs, ils ont un modèle de vieillissement accéléré réversible. C'est quand même super comme outil de recherche. Et donc, il y a plein de choses comme ça qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelque temps. À l'époque de cette science en camping, on décrivait. Et aujourd'hui, avec la science qu'on peut faire, on peut expliquer, comprendre les mécanismes et en tirer des innovations thérapeutiques, des innovations dans le champ des matériaux, des fluides, des alliages, des plasmas, enfin toutes ces recherches. Ah, on est parti. Donc ça a beaucoup évolué. Comme pour les vols paraboliques, on s'est professionnalisé là. Et tout ce qu'on est en train d'imaginer pour la Lune, bah, c'est aussi, comme je vous le disais au début, le plus long vol des missions Apollo, c'était 72 heures. 72 heures. Là, on vous parle d'infrastructures permanentes, de vivre, de travailler, de se répartir les actions et de le faire ensemble. Donc voilà, on apprendra encore beaucoup en continuant et on est déjà quand même très professionnel. On va être encore plus professionnel pour la suite. Arnaud, on a le temps de prendre une question ou on est overview? Non. On prend encore une petite question du premier rang. Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que dans la station spatiale, vous vous sentez comme dans une piscine quand vous êtes quand il n'y a pas de gravité? Alors, il n'y a pas tout à fait pas de gravité dans la piscine, mais tu as raison de poser la question. Alors, la piscine, tu vas apprendre à ça, la pression d'Archimède, la flottabilité. Wow. Tu as déjà appris, toi, ça? Mais tu en as entendu parler. Ouais. Lui, un plus petit que toi, peut-être pas encore. Mais donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais pour s'entraîner, dont j'ai parlé tout à l'heure des sorties extravéhiculaires, où il faut apprendre vraiment à transporter le matériel à l'extérieur de la station, à se déplacer sur la station pour aller changer un panneau solaire, positionner une expérience sur un rack qui est à l'extérieur. Tu dois répéter tout ça, parce que j'ai dit que c'était dangereux. Tu es dans le vide spatial. Donc tu sais, tu sors avec ta maison sur le dos, dans lequel tu as l'oxygène qui arrive, le système pour absorber le gaz carbonique, quelque chose un vêtement qui contrôle la température. Parce que si tu es du côté du soleil, bah, il fait plus 120, 150 degrés. Et si tu as l'ombre, eh ben, il fait moins 120. Donc tu ne peux pas rester comme ça. Donc tu as un vêtement qui te permet de contrôler la température, puis tout le système de communication pour parler aux collègues à l'intérieur ou aux collègues au sol. Et pour s'entraîner dans ce gros scaphandre pressurisé, eh bien, on a installé des immenses piscines. Il y en a une en Allemagne, dans le centre des astronautes européens, il y en a une en Russie, il y en a une au Japon, il y en a une aux États-Unis, une énorme aux États-Unis. Et dans cette piscine, on a installé une maquette de la station.
t'imagines la taille de la piscine, avec les modules de la station. Et donc, on répète, on s'entraîne, on travaille dans cette piscine, de façon justement à profiter justement de la poussée d'Archimède pour mieux pouvoir se déplacer. Parce qu'avec l'énorme scaphandre comme ça, pressurisé, ça serait impossible de le faire sur Terre et on n'apprendrait pas à bien travailler. Donc tu as raison, on utilise cette pseudo-microgravité pour s'entraîner. Et puis on utilise les avions paraboliques dont parlait le monsieur tout à l'heure pour comprendre. Il y a un hacking de la jeunesse, je vous raconte même pas, là j'ai 7 mains levées. J'aimerais savoir, ça vous a fait quoi la première fois que vous êtes allé en microgravité? J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'ai parlé tout à l'heure de la vision à travers le hublot, mais alors peut-être parce que je suis médecin rhumatologue et que je travaillais sur le corps, puis que je suis une ancienne sportive, je suis une gymnaste de compétition, donc j'aimais déjà bien utiliser mon corps en gymnastique. Tu sais que tu l'utilises déjà dans des situations un petit peu curieuse. Et donc, découvrir cette capacité, cette légèreté du corps, tu vois, tu te déplaces en donnant une impulsion sur une paroi, et hop, action, ça t'emmène un peu plus loin. Alors, il faut contrôler l'impulsion que tu mets. Si tu mets une impulsion trop forte, tu vas enlever toute la batterie d'appareil photo qui est scotchée sur des velcro sur le mur d'en face, ou... Le problème, c'est que tu peux t'abîmer, te blesser. Quand je parlais des petits objets tout à l'heure qui flottaient, ils peuvent aller dans tes yeux, dans tes oreilles. Donc ça, il faut vraiment contrôler. Ton crayon, tu ne le laisses pas à côté de toi sur la table. Et puis ton calepin ici, il faut mettre tout ça sous des scratchs, des velcro. Donc il faut que tu réapprennes à utiliser ton corps, à le contrôler, que tu réapprennes l'orientation, pour répondre à la question tout à l'heure, l'endroit, l'envers, la droite, la gauche, dans quel module je vais, où j'habite, où j'ai mis mon sac de couchage, où j'ai rangé mon ordinateur. Bon, il faut vraiment... Où est-ce qu'on a rangé tout dans la station? C'est hyper important. Elle est énorme, la station. Il faut vraiment tout ranger de façon très, très précise, avec des petites puces qui permettent de savoir où c'est, et le contrôle au sol, c'est très bien où tout est rangé. Tu vois, il faut vraiment réapprendre. Mais moi, j'ai été émerveillée par la capacité qu'on a à s'adapter à un environnement qui n'est pas notre environnement habituel. Et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, à la fois parce que ça m'a donné de l'espoir aussi. On parlait de l'espoir tout à l'heure, de se dire que peut-être dans l'avenir, on va trouver une façon de guérir, ou d'améliorer la situation de gens qui sont limités, contraints, handicapés, parce qu'on va arriver à enlever un des verrous qui fait qu'on est un peu coincé dans notre rôle de terrien. Peut-être qu'il y a des possibilités, des choses qui sont cachées, mais qu'on peut découvrir, révéler. J'ai eu l'impression que j'avais parfois des révélations sur mon corps, si tu veux. Et ça m'a donné beaucoup de plaisir. Alors après, on fait la pirouette, je fais promener mon commandant, j'avale des bulles, je fais attention à ne pas faire éclater la bulle contre le mur, parce qu'après, je ne te raconte pas, c'est le nettoyage du samedi matin, il faut éponger toute l'eau qu'on a pu disperser. Donc on essaie d'être très, très attentif. Voilà. Mais il y a beaucoup de plaisir à découvrir ce corps léger. Est-ce qu'il y a une personne de plus de 12 ans qui veut poser une question? Je vous redonne la main après, les enfants. Vous avez 12 ans ou pas? En dessous de 12 ans ou au-dessus de 12 ans? 12? 11? 13? Au-dessus de 15. J'ai 27 ans. Ça va, c'est bon. Bienvenue. On vous écoute. Claudie et Doré, bonsoir. Je vais essayer de formuler au mieux ma question. Aujourd'hui, nous, humanité, il est très facile de transformer notre planète bleue en planète rouge. On a des armes de destruction massive, et cela prend quelques secondes pour nous. Le projet Manhattan a coûté à peu près 30 milliards de dollars avec les données de 2013. Aujourd'hui, on en parle énormément dans les médias. Est-ce que aujourd'hui on a la capacité d'avoir
non des armes de destruction massive, mais de construction massive. Est-ce qu'aujourd'hui on en est capable et combien cela coûterait? Je ne sais pas si je peux répondre complètement à la question des armes de construction massive. En tout cas, il y a un aspect de l'espace que je n'ai pas évoqué. J'ai évoqué l'espace utile, j'ai évoqué l'espace d'exploration et de science. Il y a aussi l'espace de défense et de sécurité. Hein, vous avez raison d'y faire allusion. L'espace a toujours été militarisé. Il y a toujours eu des yeux dans l'espace, des oreilles dans l'espace, depuis le début de l'espace. Il y a eu ce traité, le Outer Space Treaty. J'ai bien précisé que l'objectif premier, c'était de dire pas d'armes nucléaires dans l'espace. Ça faisait partie des objectifs de contrôle, là aussi dans l'espace, tout autant que sur Terre, avec les traités de dissuasion. Aujourd'hui, il y a d'autres armes que des armes potentiellement nucléaires. Et on est passé à un espace qui peut éventuellement être un espace de conflit et un espace d'agressivité. On est en capacité de brouiller des satellites, de modifier des trajectoires, de transformer des données, de faire des tirs anti-satellites. Et vous l'avez vu avec la création de débris spatiaux, ça a été fait par plusieurs puissances qui ont testé et démontré. Les Russes, il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 ans, les Chinois, il y a un petit peu plus. Bon, voilà. Donc on est passé dans cet espace qui est potentiellement un espace de conflit. Donc voilà, pour l'instant, ça commence à devenir un sujet sérieux. On arrive à mettre sur la table ce qu'on appelle de responsible behavior, c'est-à-dire comportement responsable par rapport à ces sujets. On développe beaucoup la capacité au sol de mieux contrôler ce qui est en orbite, là où il y a des potentialités de ce qu'on appelle des conjonctions, des débris spatiaux qui viennent heurter un satellite, le perturber. Bon. Donc, on est en train de mettre cette couche qui s'appelle de situational awareness, c'est-à-dire bonne connaissance de ce qui est la situation de l'espace. On fait du traffic management aussi, hein. C'est comme le trafic aérien, il va falloir faire du traffic management dans l'espace. Donc on est entré dans un domaine où on se rend compte qu'il y a potentiellement quelque chose de destructif, pas obligatoirement massif, mais si on interrompt la capacité d'accès à l'espace ou si on détruit des satellites d'accès à Internet, ça, bon... c'est un peu de la destruction massive, hein, parce que l'Internet, il nous est quand même indispensable dans chacun de nos éléments. Donc c'est un sujet majeur. Après, des armes de construction massive, alors, je sais pas répondre à ça. La seule chose que je puisse dire, j'ai eu la chance d'être impliqué dans 3 projets d'énormes infrastructures en coopération multilatérale. La Station spatiale internationale. Moi, je suis arrivé en début 92 à la Cité des Étoiles, donc c'était passage Union soviétique-Russie, très bilatéral franco-russe avec des militaires, des commissaires politiques, des Volga noirs, enfin ce que vous pouvez imaginer qu'était la sortie de l'Union soviétique en 92. J'ai vu arriver les Européens, on a construit ensemble la Station spatiale internationale avec les Américains, donc j'ai vécu 10 années de transformation complète et de construction massive de la Station spatiale internationale en coopération internationale multilatérale pacifique. Premier exemple. Le deuxième exemple, on a évoqué l'hélium et la fusion. J'ai été la ministre de la Recherche qui a apporté le projet ITER, le démonstrateur de fusion nucléaire qui est installé à Cadarache. Tous les pays du monde y participent, sauf la Corée du Nord, et je pense là, la Russie n'a pas payé son quota, donc ne fait plus partie aujourd'hui. Mais projet énorme international pour un progrès potentiel de l'humanité qui serait d'avoir une énergie dans la sobriété et dans l'absence de danger et inépuisable. Donc, deuxième sujet. Et le troisième, c'est le CERN et le collider et le grand accélérateur de particules, là aussi. Donc ces 3 projets qui sont des projets scientifiques sont des outils diplomatiques de construction massive, de bonne gouvernance en commun.
Et mon utopie, puisqu'on parlait d'utopie à un moment donné, c'est qu'on arrive à faire ça sur la Lune. On n'y est pas encore, hein. Il y a du boulot. Alors, normalement, il reste 5 minutes, normalement. Donc, on va essayer de prendre plusieurs réponses avec, je vais vous imposer voilà, plusieurs questions avec des réponses courtes. Et après, vous aurez le cadeau. Alors, attendez, tu as la main, Eva. Bonsoir, merci de nous faire rêver ce soir. L'homme est de nature curieuse. Qu'est-ce qui l'a empêché depuis Apollo de revenir plus régulièrement sur la Lune? Oui, j'ai essayé de la faire courte, mais... bon, Apollo, c'était quand même cette guerre entre les deux puissances, toutes les premières des soviétiques et cette première américaine. Voilà, Apollo 11, premier homme sur la Lune. Donc ça perdait ensuite de son intérêt. Ils avaient gagné cette manche-là. Donc voilà, c'est un peu arrêté. C'est vrai que ça coûtait cher, que c'était des développements compliqués, absolument extraordinaires. Hein, se dire ce qui a été fait en 69 avec les moyens informatiques, c'est incroyable. Kennedy qui avait lancé justement ce rêve et en disant on le fera parce que c'est difficile. Hein, comme disait Guillemets, c'était impossible, mais je ne le savais pas, c'est pour ça que je l'ai fait, mais c'était un peu ça. Et donc ça s'est arrêté assez vite, et ça a été remplacé par le programme de navette spatiale, qui est cette idée d'avoir un système de récupérable. On part et on revient avec le même système. Très lourd là aussi, au départ ça a été vendu pour faire... un tir tous les mois, et en fait il y avait un tir par an ou 2 tirs par an, donc voilà. Au bout d'un moment ça s'est un petit peu épuisé par difficulté, comme ça nous est arrivé aussi en Europe avec le programme Hermès qu'on avait lancé en 85 d'avion spatial, et puis qui a dérivé techniquement, qui a dérivé budgétairement, et qu'on a arrêté. Donc voilà, c'était navette spatiale. Après il y a eu Bush qui a fait un programme Constellation, on retourne sur la Lune. Le président Obama qui est arrivé en disant on est déjà allé sur la Lune, donc on abandonne Constellation. Donc pouf, d'un seul coup, tout ce qui avait été reparti a été remis sous le tapis pour viser Mars. Et ben voilà, tout ce temps s'est passé entre 72 et 2022. Et effectivement, longtemps. Il y a eu des sondes, hein, et en particulier les Chinois ont fait une première assez extraordinaire. Ils sont allés poser une sonde sur la face cachée de la Lune. Ça, jamais personne ne l'avait fait. C'est une première. Et donc aujourd'hui, dans un chemin orbite basse, Lune, Mars, la Lune est à la fois une étape incontournable pour continuer à aller plus loin. La Lune est cette banlieue de la Terre qui nous permet de penser autrement et de trouver des solutions complémentaires. Et la Lune est un territoire de recherche scientifique absolument extraordinaire qu'on connaît encore très peu. On a posé des choses au niveau de l'équateur. Là, on parle d'aller au pôle. On ne connaît qu'une toute petite partie de la Lune. Il y a une recherche très intéressante à faire. Donc voilà, ce qui a expliqué en fonction des conjonctions politiques et des difficultés de programme que les choses se sont arrêtées. Mais là, on attend le lancement d'Artemis pour le mois de novembre. Et on fait attention aux partenaires chinois qui ont dit qu'ils seraient aussi sur la Lune en 2028, 2030. Donc ce que j'évoquais comme guerre et de course à l'espace est quand même un petit peu à se reproduire. Qui posera le premier, deuxième pas sur la Lune? C'est presque une série. Pas complètement joué. C'est presque une série. Hein. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous la connaissez, For All Mankind, qui est sur une chaîne avec une pomme, et que je vous invite à regarder. C'est assez génial. Une autre question? Si vous imaginiez là le nombre de bras levés. Attends, il y a madame. Attends, les enfants. Il y a madame. Je crois que vous avez plusieurs fois, je vous ai vu. Par contre, je suis désolé, vu qu'on n'a pas la lumière, on voit pas au fond. On prend juste une question au fond de la salle pour pas faire de jaloux. Très bien. Après, je reviens devant. Bonjour et merci pour votre venue à Caen. 2 questions courtes. Aujourd'hui, il y a énormément de priorités. L'écologie, l'éducation, l'environnement, la défense aussi pour certains. L'espace, est-ce que c'est une priorité numéro 1? Donc réponse courte, possible. La deuxième, c'est un petit hommage à Bruno Latour qui est parti et qui nous manque déjà beaucoup. Est-ce que vous avez eu la chance d'échanger avec lui? Il avait écrit un livre, Où atterrir,
Et donc, si vous avez la possibilité de nous dire quelques mots sur lui, notamment sur sa vision de la Lune à lui, parce qu'il en parlait beaucoup. Okay. C'est pour moi, alors, je ne vais pas mettre des numéros de priorité, hein, tout ce que vous avez évoqué sont effectivement des engagements et des responsabilités qu'on doit prendre et qu'on doit faire avancer. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une partie de la réponse. Pour moi, si on se coupe d'explorer du non connu, du non advenu, on risque quand même de faire que de la réparation, et de la réparation avec des outils qui ne sont pas obligatoirement les mieux adaptés aux problèmes qu'on a à résoudre. C'est Einstein qui disait qu'on ne résolvait pas les nouveaux problèmes avec les méthodes anciennes, et ça fait partie de ce pourquoi l'exploration peut nous aider à mieux résoudre les enjeux. Et puis le récit de Arnaud disant que la Lune était notre banlieue et notre sœur fait partie de ça. Donc pour moi, c'est complètement exploration durable au bénéfice d'un retour sur la Lune dans les innovations et la façon d'explorer qu'on aura mis en place. Alors je dis durable et atterrir aussi, hein, quand je dis ça fait partie, et le atterrir de Bruno Latour. Et alors, c'est marrant parce que Bruno Latour est venu me voir quand j'étais à la Cité des Sciences et on avait échangé, j'ai suivi ses travaux. Et il était venu avec Frédéric Touati, qui est une de ses collaboratrices, avec qui il a d'ailleurs développé, je crois, le Gaïa, le spectacle, tout ce qu'il a mis en place à Sciences Po. Et elle était venue avec le livre du songe de Galilée. Et en fait, Galilée, il était révolutionnaire et disruptif dans sa façon de concevoir le monde et le cosmos. Il avait un petit peu du mal à l'expliquer à tout un chacun. Donc il avait choisi la fiction, le songe, le rêve, et il avait écrit un livre pour qu'un plus grand public, et pas seulement la petite corporation des quelques-uns qui pouvaient comprendre ou contredire ce qu'il disait, pour que sa théorie puisse être expliquée, avec le rêve, l'émerveillement, l'étonnement, tout ce qu'apporte l'exploration. Donc c'est pour ça que pour moi, l'exploration fait quand même des priorités qu'on doit de mettre sur la table pour continuer à avancer. Et même Bruno Latour s'était entouré de gens qui portaient cette idée que le songe, le rêve sont aussi des façons de mieux construire demain. D'autres questions? Ah oui. Oui, madame, allez-y. Oui, bonsoir. Nous nous sommes rendus à la Cité de l'Espace et ils expliquent de façon succincte comment devenir astronaute. On a pu se rendre compte que c'est des critères très drastiques, spécifiques. Mais est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ça pourra s'ouvrir à des personnes dites neurotypiques, à des personnes en situation de handicap physique, mental, etc., ou ça va être plus compliqué ou pas? Alors, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de postulants. La sélection de l'Agence spatiale européenne, en ce moment, Agence spatiale européenne, hein, pas sélection nationale, 23 000 candidats. On va savoir d'ici un mois et demi qui sont les heureux retenus. Ça sera entre 4 et 12 sur 23 000. Donc, c'est compliqué. C'est du haut niveau, hein, ça je peux vous dire, parce que j'ai vu passer des candidatures. C'est du très, très haut niveau, avec plein de femmes brillantes. Pour répondre à la question de Anna tout à l'heure, il y en a plus maintenant. Alors, dans cette sélection de l'Agence spatiale européenne, il y avait une sélection de par astronautes. Alors, l'idée étant, dans cette diversité de profils que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir quelqu'un, alors, le handicap qui pouvait candidater, c'était les personnes de petite taille, les personnes avec un membre inférieur dissymétrique, ou une amputation au-dessous du genou, je crois, cheville au-dessus du genou. Donc, parce que les membres inférieurs sont moins majeurs que les membres supérieurs en microgravité, bien évidemment, pour les déplacements. Avec pas obligatoirement l'idée de se dire que cette personne va voler dans un avenir proche, mais qu'en tout cas, elle ouvre la porte à la possibilité d'accès
à des personnes différentes, comme vous le disiez. Et nous, ça nous est hyper utile pour travailler les interfaces de sécurité, les interfaces homme-machine. Là, encore mon deuxième petit coup de... Pourquoi on ne dit jamais les interfaces femme-machine? Il n'y a que les hommes qui utilisent les machines. Donc, bon, enfin, pour travailler sur ces process des interfaces, la sécurité améliorée. Donc, c'est là où je disais, on peut s'enrichir d'avoir des regards différents ou des personnes différentes. Bon, donc je pense qu'il y aura une personne dans cette catégorie. On est la seule agence spatiale européenne, à avoir ouvert cette sélection de par astronautes. Bon, après, quand vous parliez de personnes éventuellement avec des troubles cognitifs, ça, on n'en est pas là du tout, hein, parce que vous imaginez, bon, c'est quand même très complexe, une mission spatiale, il faut réagir, les situations ne sont pas toujours nominales, donc voilà, il faut quand même avoir, après la désorientation d'être à l'endroit ou à l'envers, avoir quand même la capacité à bien faire tourner la circuiterie. Si vous êtes toujours OK, on peut encore reprendre des questions. On va essayer de... on ne pourra pas toutes les prendre, j'en suis désolé. Bonsoir. Une question, je profite du fait qu'il y ait beaucoup d'enfants devant et donc peut-être beaucoup d'enfants qui sont dans le rêve, qui aspirent à s'orienter dans les métiers de l'espace. Je ne comprends pas vraiment quel est le profil. Tout à l'heure, on parlait d'un profil, par exemple, à l'époque Apollo, c'est un profil très militaire, etc. Là, on voit une image avec une serre, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un profil botaniste, mais on peut avoir, comme le vôtre, un profil de médecin. En fait, c'est quoi le profil pour travailler dans les milieux de l'espace ? Alors, je vais vous donner le profil pour la sélection astronaute, justement, de l'Agence spatiale européenne. C'était soit militaire, civil, c'était ouvert aux deux. Soit pilote en exercice au moins déjà depuis trois années opérationnelles, et au niveau de cursus plus scientifique ou chercheur, c'était niveau master plus 3 années d'exercice professionnel, avec comme plus le fait d'avoir participé par exemple à des expéditions humanitaires qui montrent que vous êtes capable de travailler en équipe. Voilà, donc ça c'était quelque chose d'important dans le profil. Mais vous évoquez le fait qu'on est entré dans une période qui va être différente. Alors peut-être pas pour tout de suite, mais la génération de ces futurs astronautes, elle se prépare. Quand je vous dis recherche en microgravité, c'est recherche potentiellement liée à une industrie pharma, une industrie de la construction. Moi, pour inventer les infrastructures sur la Lune, j'ai besoin des Bouygues, des Vinci, des Suez, des Veolia. J'ai besoin de logisticiens, j'ai besoin de gens qui vont faire des automobiles, des camping-cars pressurisés pour aller d'un point à un autre, ceux qui vont construire les cosmodromes, en sachant qu'on ne va pas faire du béton avec de l'eau, donc des bâtisseurs des nouveaux matériaux. Donc, tous ces métiers-là, on peut se dire qu'à un moment donné, si cette économie que j'évoquais prend vraiment de l'ampleur, ces entreprises privées pourront avoir des astronautes experts, pas des astronautes d'agence, des astronautes experts qui auront subi un entraînement et qui auront été screenés médicalement, sans doute, mais qui pourront être des spécialistes de la mobilité, de la logistique, des nouveaux matériaux. Donc je pense que les profils vont s'ouvrir. Et quand je dis l'Agence spatiale européenne est en train de sélectionner ses candidats, l'idée c'est 4 à 6 astronautes d'agence et 10-12 réserves. La réserve, c'est-à-dire ce seront des astronautes qui ne vont pas intégrer l'Agence spatiale européenne, qui restent dans la boîte où ils sont, dans leur labo de recherche, dans leur entreprise privée, dans leur compagnie aérienne, hein, et qui soit viendront sur un vol que l'agence aura obtenu, dans le système de contrepartie qui fait qu'on a des astronautes qui veulent, soit qui seront les astronautes d'un vol payé par ailleurs par une entreprise privée. Donc vous avez raison, les profils peuvent être très larges. Megan, qui volait avec Thomas, elle était océanologue. Alex, dont je parlais tout à l'heure, l'astronaute allemand, c'est un vulcanologue. Donc voilà, il y a des métiers aussi dans le domaine de la recherche qui sont très très variés. Mais ça va s'ouvrir, je pense, à des experts de domaines non spatiaux. Encore 2 questions ? Alors,
Je sais pas où est le micro. Je vous vois les enfants. Et vous pouvez pas essayer. Vous n'avez pas une question commune en fait? Réfléchissez à une question commune. Parce que je peux pas vous donner la parole à tous. Vous êtes 10. Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'ai une question qui est assez simple. Le budget pour la mission sur la Lune? Ça dépend ce que vous entendez par mission sur la Lune. Ça se chiffre évidemment en milliards. Il y a les lancements, là, effectivement, SLS, ça s'appelle Artemis, le programme proposé par la NASA, avec un premier vol, celui qu'on attend, qui est un vol automatique sans équipage, un vol test, puis un second vol qui sera un vol en orbite autour de la Lune, avant d'arriver à Artemis 3, qui sera le vol qui déposera un équipage sur la Lune. Bon. Ça, c'est le lanceur. Il y a le coût de la capsule, le vaisseau Orion, dont le module de service est financé par l'Agence spatiale européenne, a été réalisé par l'Agence spatiale européenne. Et ensuite, il y a aussi les milliards du contrat qui vont permettre d'avoir des alunisseurs. Bon. Après, moi, je ne sais pas chiffrer aujourd'hui le développement d'infrastructures comme celle que j'évoque. Mais on a aussi des modèles aujourd'hui qui sont de l'investissement public et de l'investissement privé. C'est ce que j'évoquais dans les questions précédentes sur le type de recherche, sur qui va contribuer à cette phase d'expansion. Alors, clairement, c'est de l'argent public au départ, parce que nous, on ne peut pas aller dire à ceux qui vont construire les cosmodromes sur la Lune ou les premiers bâtiments sur la Lune qui vont avoir une rentabilité immédiate d'un modèle économique. Ça, je ne peux absolument pas dire ça. Par contre, qu'ils aient progressé dans leurs innovations et qu'ils aient donc des retours à l'intérieur de leur entreprise parce qu'ils vont avoir fait des innovations importantes, oui, ça peut être même du moyen terme. Mais pour assurer la soutenabilité, au départ, ça sera des investissements publics importants. Mais une chose que j'ai appris quand j'étais au ministère de la Recherche et que j'ai revu par la suite, il n'y a pas de vase communicant entre les budgets. Ce n'est pas parce que vous ne le mettez pas sur l'exploration spatiale que ça ira mieux sur la protection de la planète. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on développe ce concept d'exploration durable. Et c'est pour ça qu'il est important que l'Europe se positionne sur ces sujets, parce que la soutenabilité, le multilatéralisme, le bien commun, la préservation du bien commun, moi je ne l'ai pas entendu dans le discours de NASA, je ne l'ai pas entendu dans le discours des Chinois. Et je pense que la voix européenne est une voix importante pour que ces étapes de l'humanité portent aussi des choses qui sont des principes de culture, des valeurs que l'Europe porte. Donc c'est pour ça que je pense que l'Europe doit être présente avec ambition. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fera pas d'exploration. Déjà, ça coupe le rêve, l'inspiration, la capacité d'innovation, la capacité de porter un espoir d'être des acteurs d'un monde différent. Et ce n'est pas parce qu'on coupera ça qu'on sera meilleur ou plus fortuné pour faire avancer les autres problèmes de la Terre. Alors, je vais prendre. Vous n'imaginez même pas ce qui se passe devant, en fait. Ils sont en train de faire moi, j'ai jamais vu ça. Je crois qu'on doit être au 18e mot talk. J'ai jamais vu une effervescence pareille. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Alors, est-ce qu'on peut avoir une question? En fait, ce que je voudrais, c'est. Je vous explique pourquoi. D'abord, on se rend pas compte, mais on arrive bientôt aux 2 heures. Et en fait, je voudrais vous réserver un petit truc qui, ça se trouve, où je vais me planter. Et je vais vous expliquer après ce que je voudrais vous partager. Alors, tu vas poser. Est-ce que c'est toi qui poses la dernière question? Tu voulais poser une question, je crois. Toi, tu avais ton bras levé depuis 10 minutes. Mais vous avez négocié, c'est bon? Oui, en fait, on a chacun une question. Non. Et du coup, c'est collectif. Collectif. Ouais. Collectif, oui. Collectif. Donc, quel goût a la nourriture dans l'espace? C'est collectif, ça? Non. J'ai faim, moi. Bah oui. Non, mais il a raison. Mais oui, il a raison. Bravo. 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 C'est pour ça que j'essaye qu'on accélère aussi, c'est pour que tu manges. Alors, n'empêche que ça n'a pas le même goût.
Parce que, tu sais, j'ai expliqué que le sang, il n'était pas pareil dans la partie supérieure du corps. Donc, il n'est pas pareil dans les petits capteurs que tu as dans ta langue, dans tout ce qui te permet de sentir. Donc, effectivement, certaines nourritures te paraissent plus fades. Et on a à bord du ketchup, des différentes sauces pour agrémenter et redonner un petit peu de goût aux aliments. Il peut y avoir une transformation du goût. Hein, ça, tu as raison, ça existe. Et ben oui, moi j'ai faim aussi. Alors, attendez, juste... Non mais je peux pas tous les prendre, les enfants. Juste le garçon qui est là-bas, depuis 10 minutes, le bras levé, toi. Déjà, j'ai quelque chose à te dire. Celui qui a dit que j'étais petit, déjà, je suis pas petit. Voilà, donc là, le débat... Il règle le compte en public. On est totalement plus du tout sur le sujet du départ. Attendez, vous réglerez vos histoires de taille juste après. La question, je me demande là pour le nouveau projet qui aurait des plantes sur la Lune. Je me demande comment elle ferait pour pousser quand même. Eh bien voilà, justement, c'est une nouvelle agriculture, une façon de développer. Mais y a pas tu vas pas. Mais alors, quand même, pour te répondre, on va inventer des nouvelles techniques sur des supports qui sont pas là. Mais il y a un laboratoire qui a réussi à faire pousser des graines, un peu comme les cacahuètes, hein, d'arachide, dans de la poussière lunaire. Donc tu vois. Et puis Matt Damon, dans Seul sur Mars, il a fait pousser des pommes de terre. Hein? Et la toute dernière question. Non mais, question... Non mais attendez les garçons, c'est pas possible en fait, je peux pas... Vous êtes neuf là. Non, allez-y, vas-y. C'était pour savoir, parce que quand vous étiez jeune, vous avez... Non mais tu as raison, je suis une astronaute du XXe siècle. Tu as raison. Vous étiez ambitieuse d'aller découvrir l'espace. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont empêché ou essayé de vous dire que c'était pas votre rôle? Alors c'était un petit peu la question d'Anna. Tu fais bien de poser la question. J'ai eu cette chance d'avoir des gens qui m'ont toujours fait confiance. Alors c'est vrai que j'étais un peu moi-même curieuse, j'avais envie, j'avais ce désir, j'avais ce rêve, tout ça m'avait donné envie de me dépasser, hein, d'aller un peu plus loin. Mais j'aurais peut-être pu m'arrêter en cours de route si quelqu'un m'avait dit non mais c'est quoi cette idée, c'est pas pour toi, c'est pas pour les filles. J'en ai jamais rencontré. Et comme ça, j'ai été entourée de gens qui m'ont dit ah ben pourquoi pas. Vas-y. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ma vie, celle que j'avais choisie, en liberté. C'est une grande chance parce que je sais que c'est pas tous les enfants, et en particulier pas toutes les petites filles ou toutes les jeunes filles qui ont cette possibilité. Et donc effectivement, nous, à notre âge aujourd'hui, on doit essayer de vous aider à enlever ces freins, ces blocages, et puis à vous donner la main pour vous aider à vous sortir des situations compliquées. Et c'est ce qu'on appelle le tutorat, puis le mentorat. Ça se fait dans les écoles, ça se fait dans les universités, ça se fait dans l'entreprise aussi, parce qu'une fois que tu auras ton métier, je ne sais pas quel sera ton métier, mais ça sera peut-être pas facile tous les jours. Donc voilà, il faut aussi que entre les générations, et entre femmes ou pas entre femmes, moi j'ai pas tellement de modèles féminins, sauf Simone Veil. Parce que bien évidemment, pour moi, Simone Veil, c'est voilà, le plus grand respect, la plus grande admiration pour son parcours. Mais après, mes modèles, c'est plutôt des modèles d'explorateurs, plutôt masculins, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ces métiers-là. Donc voilà, si tu as des gens qui te permettent de sortir ce que tu as en toi et qui t'accompagnent sur le chemin, voilà. Et surtout, rêve, et même rêve grand, pas rêver petit, rêver grand. Alors, n'applaudissez pas tout de suite. C'est le mot de la fin. Mais n'applaudissez pas tout de suite. Je vais vous demander quelque chose. Donc on va faire ce que j'ai prévu. Je vais vous demander de vous lever. Et de vous lever, Anna. Et de se mettre là. Juste là, pour laisser l'écran. Je vais demander à ce que la lumière descende. Et avant qu'elle descende, je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. Je voudrais que ce moment ensemble se finisse sur un moment d'émotion.
et on va vous amener, alors c'est pas sur la Lune, on va vous amener depuis la Lune jusqu'à la Terre, dans le noir complet, pendant quelques minutes. Voilà, la vidéo dure beaucoup plus que 3 minutes, elle dure 30 minutes, vous pouvez regarder le soir chez vous, vous poser, je vous assure que ça fait un bien fou. Et je voulais vous remercier, merci infiniment Claudie. Merci, et merci Arnaud. Merci Anna.